Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Gambard. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle émission qui traitera du sujet de la dyslexie et de la dysorthographie. Nous avons pu partir avec l'équipe de Radio Gambard à la rencontre d'un professionnel de la langue qui a pu nous éclaircir sur certaines questions que nous nous posions. Mais pour commencer, la dyslexie, c'est quoi ? La dyslexie est un problème d'origine neurologique, il n'a donc aucun lien avec l'intelligence. Ce petit problème de fonctionnement au niveau du cerveau a surtout un impact avec la reconnaissance rapide des sons d'un mot. Il est important de noter que le reste du cerveau fonctionne de manière totalement normale, il n'est en aucun cas impacté par ce problème. Le fait d'intervertir ou de changer des lettres dans les mots est quelque chose de récurrent et impacte la compréhension des textes, et ceci peu importe la vitesse de lecture. Il est aussi important de noter que tous les enfants qui ont des soucis à l'oral ne sont pas forcément atteints de dyslexie. Pour certains oui, d'autres non. Le problème n'est pas rare et est connu depuis de nombreuses années. Dès 1887, le terme dyslexie est inventé. Dans les années 1990, une association a été créée en Suisse romande pour tenter de faire reconnaître ces troubles. Dans le canton de Neuchâtel, par exemple, l'arrêté obligeant les enseignants à changer leurs pratiques pédagogiques avec des élèves atteints de dyslexie ne date que de 2014. Quels sont les soucis de langue et d'orthographe les plus récurrents que vous rencontrez chez les enfants ? Alors, dans la population générale, je ne vais pas parler de ma situation à moi, dans la population générale, les logopédistes, ils peuvent être consultés pour plusieurs raisons, mais chez les enfants, par exemple, on peut avoir déjà un retard de langage, par exemple. Des enfants qui ont des difficultés à déjà prononcer certains mots, ça c'est vraiment le tout venant. Des petites difficultés, c'est-à-dire il y a un petit décalage dans leur développement du langage par rapport à des enfants du même âge. Maintenant, des fois, il y a des enfants qui présentent des troubles un peu plus, on va dire, spécifiques, et donc ils vont présenter des difficultés qui portent vraiment sur le développement du langage oral, que ce soit en compréhension, mais aussi en production. Puis ça va même porter sur la structure de la langue, ça va porter... Voilà. Dans ce dont on va s'occuper, il y a encore les questions par exemple de fluence, les personnes qui vont un peu avoir des difficultés pour des petits bégaiements, des petites choses comme ça, des petits accrochages dans le débit de la parole, dans la façon de parler. Les logopédistes avec les enfants, ils vont s'occuper aussi des questions par exemple de déglutition, parce que c'est en lien, c'est dans la zone orale. Et alors, des choses qu'on peut rencontrer, que la logopédiste ou le logopédiste qui travaille dans un cabinet avec une population générale peut rencontrer. Après, elle peut rencontrer aussi des personnes présentant des troubles liés à la communication, donc, par exemple comme les troubles du spectre de l'autisme, et aussi des troubles qu'on va retrouver ici au Buissonnet, mais qu'on peut voir dans les premiers temps, par exemple dans des cabinets privés, avec des enfants qui présentent certains handicaps, certains syndromes, comme les plus connus c'est la trisomie 21 par exemple, ce qu'on appelle aussi le syndrome de Down, mais d'autres handicaps, d'autres syndromes qui peuvent être pris en charge par des logopédistes. Et puis souvent après ça se passe dans le cadre d'une institution quand c'est vraiment des cas un peu plus lourds. Qu'est-ce qu'un logopédiste fait pour aider ses patients? Concrètement, c'est des enfants qui viennent, qu'est-ce qu'un logopédiste peut leur apporter? Alors ça, évidemment, ça dépend de la nature du problème, mais parmi les choses qu'on peut mettre en place, c'est, alors si on prend par exemple le trouble des apprentissages, à la base, il peut y avoir un certain nombre de problèmes, de difficultés. Il peut y avoir des aspects qui sont liés, par exemple, au traitement des sons, c'est-à-dire j'entends bien, mais dans mon cerveau, il y a des petites choses qui dysfonctionnent, qui ne me permettent pas de faire la différence entre certains sons, à percevoir certains sons, à analyser certains sons. Donc à partir de là, on va essayer justement essayer d'utiliser des supports visuels, des activités, des choses comme ça, pour que la personne, l'enfant, elle soit habituée, entraînée à percevoir les sons. Et puis pour ce qui concerne le langage écrit, voir que un son peut correspondre à une lettre, qu'il y a un code. Il peut y avoir aussi des choses visuelles, de l'analyse visuelle qui se rajoute. Donc dans ce cas-là, on va essayer de trouver aussi des méthodes qui vont accompagner l'apprentissage du code. Et on va mettre en place, alors si je reviens sur les sons, par exemple, des gestes qui sont associés à un son donné, qui vont permettre à la personne de s'habituer à faire la différence entre, je sais pas moi, le son be, le son peu. Il y aura des gestes différents, donc c'est des sons différents. Donc
progressivement, on va entraîner les personnes à faire cette distinction-là, quand c'est l'origine du problème. Vous pensez que les mesures aujourd'hui dans les écoles, par exemple comme nous au collège de Gambard, elles sont assez fortes pour les élèves atteints de dyslexie ou de dysorthographie? Donc est-ce qu'ils ont assez, par exemple pour les écoles de langue, ils ont du temps en plus? Donc est-ce que vous pensez que le temps qu'on leur donne en plus, c'est quelque chose de dérisoire ou pas, sachant qu'aujourd'hui, au collège de Gambard, le temps en plus c'est entre 5 et 10 minutes? Voilà, alors, je ne connais pas la situation précise au collège de Gambard. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est déjà le fait que... Enfin, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution. C'est-à-dire dans le sens... là, par rapport à ce dont vous parlez vous, c'est donc les troubles des apprentissages. On est donc en train de parler de personnes qui ont un trouble qui porte spécifiquement sur le fait de rentrer dans le code écrit, pour pouvoir réaliser ces apprentissages-là. Donc, pour ces enfants, pour ces personnes en question, on a défini que c'est pas un problème intellectuel au sens ils ont une intelligence qui est dans la norme. Si on met de côté le langage écrit, le code, et qu'on les met devant des tâches intellectuelles, devant certains exercices, on s'aperçoit qu'ils sont tout à fait intelligents et puis qu'ils peuvent même avoir d'excellents résultats. Bon. Alors une fois qu'on a identifié cette population, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment dire, c'est quoi l'enjeu derrière l'école? Est-ce qu'on veut faire avancer toutes les personnes et puis les amener au mieux de leur potentiel, ou est-ce qu'au final on veut sélectionner un nombre réduit de personnes et voilà. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que justement ces troubles ils sont reconnus et que le système scolaire, votre collège mais d'autres collèges, au niveau administratif, les départements qui sont à l'origine de ces... qui organisent un peu au niveau cantonal, reconnaissent ces troubles. Et puis mettre en place des aménagements. Vous parlez du temps, mais il y a aussi par exemple des aides techniques dont ils peuvent disposer. Ils peuvent avoir un clavier, les personnes peuvent avoir des prédicteurs orthographiques qui permettent de proposer certaines formes écrites, ce qui fait que ça évite de se retrouver devant la difficulté de finalement comment ça s'écrit, comment... Voilà. Et puis, dernière question, est-ce que vous pourriez donner un petit tips à des auditeurs qui seraient dyslexiques de qu'est-ce que serait la première chose à faire pour eux-mêmes, pour essayer de limiter ce trouble? Alors, chez par exemple quelqu'un qui serait dans votre collège ou pour des plus petits ou comment? Alors, je pense que ça se découvre avant d'arriver au collège, la dyslexie, donc pour des personnes qui découvriraient que leur enfant a des problèmes d'apprentissage pour l'écriture. Alors, déjà, une petite parenthèse, en fait, pas nécessairement. Enfin, le fait de déceler ça très vite, pas nécessairement. Évidemment, les cas lourds, on va les voir plus ou moins tout de suite, donc on va se rendre compte qu'il y a quelque chose. Mais si je continue mon parallèle de tout à l'heure, si dans mes premières années d'enseignement, je suis avec des enseignants qui n'ont pas du tout une sensibilisation à ces troubles, peut-être que tout d'un coup, je vais être mis de côté. Parce que je ne rentre pas du tout dans mon langage écrit. Apparemment, en général, j'ai des difficultés pour les apprentissages, donc on va mettre un peu de côté. Heureusement, en Suisse, maintenant, les enseignants sont sensibilisés à ce type de difficultés. Et au moins, il y a l'idée de se dire, on va essayer de faire évaluer l'enfant pour voir qu'est-ce que c'est la nature. Donc, voilà. Enfin, c'est à garder en tête. Maintenant, pour des cas plus légers, en fait, on a un certain nombre de personnes qui développent d'elles-mêmes des capacités de compensation, des petites stratégies un peu. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, ces stratégies-là, elles peuvent être efficaces dans les premières années. J'ai 2 lignes à lire, je souffre un peu plus que les autres, mais ça va. J'ai une page à lire, je commence à souffrir un peu plus, mais j'arrive encore à donner des bons résultats, et puis finalement, ça ne se voit pas. Je mets plus de temps, je travaille un peu plus, ça passe. Et puis à un moment donné, on arrive et j'ai 2 livres à lire, 3 livres. Et puis là, mes petites stratégies de compensation, elles commencent à être proprement inefficaces parce que je mettais toujours 20% du temps en plus que les autres, mais quand les autres commencent à lire 3-4 heures, ça veut dire que je dois lire 7 heures, 8 heures. Donc ça commence à être quelque chose de plus gérable. Donc des fois, ça veut dire qu'on va repérer les gens un peu tard. Donc, je vais rester sur la question du collège. Donc déjà, c'était pour répondre. Je vais rester sur la question du collège. Peut-être qu'une première chose, c'est de dire
de comprendre qu'il y a ce trouble, donc de quand même aller chercher à se faire diagnostiquer, déjà pour les mesures d'aide, à un niveau pratico-pratique. Et après, c'est intéressant aussi d'identifier la nature du trouble. On voit qu'on a une difficulté, c'est intéressant de savoir à quel niveau elle se trouve. L'autre chose, c'est de se dire, de garder vraiment en tête que, comme je disais tout à l'heure, le cerveau, il est plastique. Donc, on va garder un trouble, mais il y a moyen de faire évoluer les choses. Ce que je veux dire par là, c'est si l'idée c'est, voilà, je suis dyslexique, mais là, pour que je me développe, là, pour que ça avance bien, il faut que je lise. Si on me dit ça comme ça, je vais avoir l'impression d'avoir une difficulté, puis qu'en plus on me demande de me confronter systématiquement à ma difficulté. Bon. L'enjeu, c'est plutôt de se dire, moi il faut que je reste accroché au langage écrit, mais que j'arrive à trouver d'une forme ou d'une autre du plaisir, et puis du plaisir là-dedans, et donc si par exemple je m'intéresse à quelque chose par ailleurs, d'essayer de voir s'il y a des textes qui sont écrits là-dessus, si je peux avoir besoin de trouver certaines informations sous forme de livres, de magazines, n'importe quoi, et puis de continuer à me confronter. Si un dyslexique se confronte un peu, et s'il est accompagné, c'est mieux évidemment, hein. Je veux dire, parce que c'est quand même une difficulté, mais disons que s'il accepte l'idée d'avoir des difficultés, mais d'essayer de trouver du sens et puis de prendre un certain plaisir malgré ses difficultés à ce qu'il est en train de lire, en fait, il fait connecter tout plein de petits neurones, et deux, il va développer des stratégies de lui-même, des stratégies qui vont être adaptées à sa pratique de la lecture. Donc c'est assez intéressant de peut-être faire un pas de côté, puis de se dire, bah ouais, la lecture, l'écriture, tout ce qui est apprentissage, on le fait à l'école. Sauf que on en a besoin au quotidien, et puis que finalement c'est le développement de la personne en soi. Donc peut-être un conseil, mais pas forcément que logopédique, hein. Le conseil, ça serait d'aller consulter, puis d'essayer de trouver un accompagnement adapté, mais c'est de se dire, ok, j'ai une difficulté là, je l'ai identifiée, j'ai la chance par exemple d'avoir un diagnostic, je sais que ça se situe à ce niveau-là, mais d'accepter l'idée de rester accroché un petit peu, puis d'avoir une pratique optimale, mais aussi plaisir, du langage écrit dans ma vie personnelle. Parce que de toute façon, même cet ami qui travaille dans une entreprise de physique, tout ça, et qui a du succès, là, concrètement, il y a comme des moments où il faut qu'il écrive un SMS, des mails, et il doit lire des livres, ce qu'il fait, hein, et il est concrètement dans ses difficultés un peu tout le temps, mais il a cette pratique du langage écrit auquel il a essayé de trouver du plaisir et qu'il fait évoluer là-dedans, et même s'il évolue plus, je ne sais rien, au moins il a cet usage qui est utile dans la vie sociale de la personne, quoi. Ok, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous recevoir ici, dans votre bureau. Merci d'être venu jusque-là. Merci beaucoup à Monsieur Julien d'avoir répondu à nos questions, et on retourne tout de suite en studio pour voir la partie des questions de Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du coup de la dyslexie et de la dysorthographie. Donc tu es toi-même atteint de dyslexie et dysorthographie. Ouais. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais atteint de ces troubles 10 ? C'est lors de mes premières dictées, justement. La prof s'est rendue compte qu'il y avait peut-être un problème. Et puis justement, elle m'a proposé d'aller regarder quelqu'un de spécialisé pour voir si j'avais quelque chose. Pour toi, ça a été évident d'aller tout de suite voir, ou tu t'es posé quelques questions sur le fait d'aller voir un spécialiste ? Non, pour le coup, j'ai toujours eu de la difficulté dans les langues. Et puis justement, mes parents ont déjà posé la question aux enseignants primaires, mais ils ont toujours dit que non, c'est juste qu'il a un peu plus de peine, et puis voilà. Quel est l'impact du coup de la dyslexie et de la dysorthographie au quotidien ? Ça demande beaucoup plus de travail en soi, parce qu'il faut tout le temps se corriger derrière, l'orthographe par exemple. Il faut toujours se corriger, voir si tu n'as pas fait une petite faute quelque part pour pas avoir de problème. Puis après aussi, j'essaie de beaucoup lire pour essayer de m'améliorer. Donc la lecture, ça t'aide justement à améliorer, ou tu sens pas vraiment de différence ? Oui, pour le coup, ça m'aide beaucoup. Parce qu'au début, quand j'étais tout petit, j'aimais vraiment pas lire. Du coup, je pense que ça n'a pas aidé non plus. Et puis, ces temps-ci, je lis beaucoup et puis je ressens la différence. C'est à quel moment que tu es le plus embêté par ça ? C'est en devant écrire, en parlant ? C'est surtout en écrivant, justement. Par exemple, dans les évaluations de langue, dès qu'il y a de l'évaluation de langue, où il y a l'orthographe, du coup, qui compte. Du coup, ça devient vraiment dur
de gratter des bonnes notes. Est-ce que tu as toi, développé des stratégies justement dans ces évaluations de langue pour que tu puisses justement augmenter un peu ta note ou pas forcément? Bah, là, ces temps-ci, je travaille beaucoup de mon côté pour essayer de m'améliorer. Du coup, j'écris aussi des trucs, des textes à côté et tout ça. Et puis la majorité des textes que j'écris, je les écris d'abord en brouillon. Ensuite, je les réécris une deuxième fois en essayant de me corriger. Et ensuite, je les réécris au propre. Okay. Donc ça demande beaucoup plus de travail que quelqu'un qui n'aurait pas ce souci, qui pourrait directement l'écrire au propre. Dans les écoles, en général, les élèves atteints de troubles de dyslexie ou comme ça ont des mesures pour les évaluations. Donc toi, tu bénéficies de quelles mesures ici à Gambart? 5 à 10 minutes, ça dépend de la longueur de l'éval. Ensuite, sinon, dans tout ce qui est autre chose que les langues, j'ai une pondération de l'orthographe. Ok, d'accord. Voilà. Et puis, est-ce que ces 5 à 10 minutes qu'on te laisse en plus, est-ce que pour toi, enfin selon toi, c'est suffisant? Ça dépend pour quelle branche. Parce qu'il y a certaines branches où j'utilise pas du tout ces 5 à 10 minutes parce que j'ai vraiment de la facilité. Puis d'autres branches où j'aurais besoin de plus pour vraiment avoir un travail digne de ce nom. Toi, tu as dû faire quoi du coup pour que tu aies ces mesures? Est-ce que ça a été automatiquement quand les professionnels de langue ont dit que tu étais dyslexique? Est-ce que c'est à ce moment-là que directement tu as eu ces mesures ou est-ce que toi tu as dû faire quelque chose pour les obtenir? En soi, on reçoit une attestation qui nous dit qu'on est dyslexique ou dysorthographique. Et ensuite, c'est à nous de faire la démarche d'aller vers l'école pour dire qu'on est justement atteint de cette maladie. Et ensuite, c'est eux qui voient ce qu'ils peuvent nous donner. Toi, vu que ça a été découvert au CO, est-ce que déjà au CO, tu as bénéficié de certaines mesures par rapport à ça? Et puis, est-ce que pour toi, ça a été facile d'aller vers la direction justement avec ce papier pour dire que tu étais dyslexique ou pas forcément? Honnêtement, ça allait parce que je connais des gens qui sont aussi dyslexiques. Du coup, voilà. Du coup, j'ai pas eu trop de soucis à aller vers la direction. Ok, d'accord. Et puis, selon toi, est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans la prise en charge de la dyslexie et dysorthographie dans un cercle scolaire, comme ici à Gambart par exemple? En soi, c'est dur de faire quelque chose qui soit vraiment bien pour nous, mais en même temps, si on est ici, c'est pour vraiment dépasser nos limites. Et ensuite, on ne peut pas non plus demander de ne pas compter du tout l'orthographe, parce que si c'est dans une langue, bah, la langue, l'orthographe, ça fait quand même partie de la langue. Ok, ouais. Mais si tu devais changer une seule chose, par exemple, ce serait quoi dans justement ces mesures que les dyslexiques et dysorthographiques bénéficient? Je sais pas trop. Peut-être un peu plus de temps justement dans les langues. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus numérisé, donc à l'école, ça n'y manque pas. On a des cours avec des ordinateurs et des outils informatiques. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement? En soi, j'utilise pas vraiment les outils informatiques, mais la plupart du temps, c'est quand j'écris mes textes, je les écris sur Word. Comme ça, j'ai les mots qui sont soulignés en rouge, et comme ça, je vois où sont mes erreurs. Et du coup, ensuite, je peux les corriger moi-même pour vraiment m'aider à faire dans cette démarche, de toujours se corriger soi-même et d'apprendre de ses erreurs. Mais après, tout ce qui est Quizlet et tout ça, j'utilise pas vraiment. Du coup, je peux pas vraiment dire si c'est une bonne chose ou bien pas. Mais après, je pense que pour certaines personnes, ça peut vraiment aider d'avoir des technologies. Et puis du coup, quand tu écris par exemple un texte sur Word ou comme ça, est-ce que ça t'arrive des fois de laisser ton texte d'origine tel quel, puis d'en corriger un à côté, puis de regarder la différence? En soi, j'ai toujours mon brouillon. Ensuite, j'écris mon brouillon sur Word. Et enfin, je réécris mon brouillon en le corrigeant déjà une partie. Ensuite, quand j'ai justement la correction, enfin les mots qui sont soulignés en rouge, je vais le réécrire sur une feuille à côté en pensant avec mes corrections. Tu fais en étapes comme ça à chaque fois. Oui, voilà, c'est ça. Et puis du coup, ça t'aide aussi justement à faire moins de fautes d'orthographe avec ces correcteurs. Ouais, du coup, je me corrige moi-même et comme ça m'évite de refaire les mêmes erreurs au bout d'un moment. Merci beaucoup d'avoir regardé notre émission qui traitait du sujet de la dyslexie et de la dysorthographie. Nous nous retrouverons bientôt sur Radio Gambart et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.